chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il peut y avoir 4, 5, 7, 8, 10 personnes qui ont été en contact avec l'enfant. Alors, c'est difficile de faire une preuve hors de tout doute raisonnable devant une cour criminelle pour accuser quelqu'un. Le seul fait d'entendre ce bébé pleurer et de voir que ce bébé, une fois qu'il a bu, continue à en demander, oui, ça le fatigue au plus haut point. C'est pas parce que c'est une petite victime que c'est un petit meurtre. Je pense qu'il faut que ce soit investigué comme n'importe quel autre homicide. On voit ces gens-là au bulletin de nouvelles, dans les journaux, mais de réaliser là, que cette personne-là, elle est devant nous, à un moment donné, je me suis dit, aïe aïe, j'ai un tueur de bébé devant moi. Comme tous les nouveau-nés, le petit David de 2 mois a besoin de soins constants. Benoît Martineau, son père, occupe un emploi dans une grande surface. La plupart du temps, quand il rentre de son travail, il est stressé et fatigué. Marie, la mère du petit, aimerait bien que Benoît puisse prendre le relais. Mais son conjoint a besoin de décompresser avant de pouvoir s'intéresser à l'enfant. Le 16 février 2006, les choses se passent différemment. Là, le bébé se réveille. Puis comme j'avais eu de la misère un peu à l'endormir, j'étais comme bon, il fallait qu'il se réveille, tu sais. Le Benoît, il dit, ah, tu restes là, il dit, je vais y aller. David continue de pleurer. Benoît a beau le bercer et essayer de le consoler, rien n'y fait. Les pleurs se transforment en cris. Agacée par la persistance des cris, Marie vient prendre la relève. Pas plus que Benoît, elle ne réussit à calmer David. Ses pleurs continuent de résonner dans le petit appartement que la famille occupe à Longueuil. Les heures passent et la situation ne s'améliore pas. L'enfant refuse de prendre son biberon et vomit. Marie, inquiète, suggère d'emmener David à l'hôpital. Benoît résiste. Faut-il affronter l'hiver et la file d'attente à l'urgence pour quelque chose qui risque d'être réglé quand ils vont rencontrer le médecin? Les 2 parents concluent que ce doit être une simple indigestion. Fait après 2 jours, j'ai dit, c'est pas normal que bébé vomit de même. Puis c'est là que je me suis décidée, j'ai dit, il faudrait aller à l'hôpital. À l'hôpital Pierre Boucher de Longueuil, l'état du petit est jugé alarmant. On lui fait un scan du cerveau. Les résultats inquiètent les médecins. Ça pourrait être une méningite, ça pourrait être une encéphalite, ça pourrait être une maladie infectieuse. C'est pas nécessaire. Ça pourrait être un accident. Les médecins recommandent aux parents d'emmener sans tarder le petit à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Dès leur arrivée, David est pris en charge par des spécialistes qu'ils soumettent à une batterie de tests. Il y a 10 ans, Benoît Martineau s'est retrouvé aux prises avec un enfant entre la vie et la mort. Il s'agissait de son premier fils, Kevin, qu'il avait eu avec une autre conjointe. Est-ce que le sort s'acharne sur lui, ou s'agit-il d'un drame beaucoup plus sordide?
Quelques jours plus tard, David est toujours à l'hôpital. Son état s'est stabilisé, mais ses parents attendent toujours un diagnostic. L'inquiétude ronge Marie. Benoît et Marie se sont rencontrés alors qu'ils étaient à l'emploi d'une épicerie. On s'est côtoyés pendant quasiment 2 ans sans savoir qui qu'on était un l'autre. Sauf qu'à un moment donné, je sais pas, il y a de quoi chez eux qui m'a accroché, puis que je me suis dit, il faudrait que j'aille parler, il faudrait que j'aille voir c'est qui. Ils apprennent à se connaître pendant les pauses. Marie craque pour le sens de l'humour de Benoît. Leur relation démarre en Lyon. On s'est vu 2 fois, puis c'est la 2e fois que, je sais pas, ça m'a pris sur un coup de tête. J'ai dit, moi, je m'en vais, puis je suis partie chez eux. Marie laisse son conjoint de l'époque et emménage avec son nouveau prince charmant. Elle voit grand et fait des plans à long terme. À un moment donné, je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais on dirait que t'as ça en dedans de toi. Puis à un moment donné, la cloche, elle sonne, puis tu dis, c'est le temps. Tu regardes les autres avec les enfants, tu dis, mon Dieu, j'ai hâte que mon tour arrive. Son désir devient vite réalité. 1 mois après le début de leur relation, Marie est enceinte. Elle a 25 ans et elle est au comble du bonheur. Les sentiments du futur papa semblent plus mitigés. Ah ben moi, j'étais contente. J'en shakeais de partout, les jambes, les bras, les mains, le cœur qui débat, puis ça fait comme... Ah, c'est le fun. Là, je dis pas plus que ça. Marie attribue la tiédeur de Benoît au fait que la grossesse n'est pas planifiée et qu'elle arrive tôt dans la relation. Mais il n'est pas question d'avortement. Le couple se prépare à la venue de cet enfant tant désiré par Marie. Cadette de 3 enfants, la future maman a connu une enfance heureuse. Elle a grandi avec des parents stricts, mais aimants. Benoît n'a pas eu la même chance. À sa naissance, Benoît est atteint d'une scoliose, une déformation importante de la colonne vertébrale. À 10 mois, il subit une première opération. La maladie de Benoît est une source de dispute entre ses parents. Sa mère l'accepte mal. Elle quitte le domicile avec le frère aîné de Benoît. Benoît est élevé par son père et la nouvelle conjointe de celui-ci. À 8 ans, il apprend que cette femme est sa mère adoptive. C'est un choc énorme. Benoît entre en contact avec sa mère biologique. À 11 ans, il emménage avec elle. Mais l'expérience tourne vite au cauchemar. Benoît raconte que sa mère le bat avec une ceinture. Il retourne alors vivre avec son père. Nous autres, dans notre langage, on appelle ça d'habitude les grands carencés. Donc, la carence affective, la carence relationnelle. C'est-à-dire, ce sont souvent des gens qui ont été garrochés de gauche à droite dans leur enfance et qui n'ont donc pas pu établir un lien d'attachement stable et continu. Quand Benoît rencontre Marie, il laisse son passé difficile derrière lui. Il semble prêt pour un nouveau départ. Leur fils David naît le 30 novembre 2005. C'est un bébé en parfaite santé. Tout va bien jusqu'à ce jour de février où David est emmené d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine. Après avoir placé le poupon sous observation pendant plusieurs jours, les médecins finissent par rencontrer Marie et Benoît. On a pris connaissance de l'ampleur du dossier, de ce que présentait bébé en termes de blessures. Donc, on parle d'hémorragie, des hématomes sous-duraux, des hémorragies rétiniennes. Il y avait une fracture également, décollement de la rétine.
Le diagnostic est sans équivoque. David présente tous les symptômes d'un bébé violemment secoué. C'est tellement un choc qu'on dirait tu fiches sur place, tu sais plus quoi penser, quoi faire, comment réagir. Quand un tel drame survient, les premières personnes soupçonnées sont les proches. Benoît et Marie clament leur innocence. Mais les médecins ne peuvent prendre de risques. L'enfant est placé sous la protection des autorités. T'essaies de comprendre qu'est-ce qui arrive, puis les médecins ils reviennent, puis te reposent encore les mêmes questions. Mais pourquoi ils te reposent encore les questions? Ils viennent te poser, tu viens de répondre. Benoît Martineau trouve toutes sortes d'excuses pour expliquer les blessures de l'enfant. Très souvent, ils vont nous apporter une explication. Oh, il est tombé en bas de la table à linge, il est tombé en bas du divan. Est-ce qu'une chute de cette nature-là peut expliquer les lésions dans la tête? Alors, on a à analyser tous ces éléments-là et après divers examens, on peut arriver à faire la différence entre des lésions qui sont dues à une chute, un accident, versus des lésions qui sont dues à un secouage. Mais les examens ne laissent planer aucun doute. David a été secoué. Mais qui est responsable de cette agression horrible? Chaque année au Québec, une trentaine d'enfants sont victimes de secouage. Ce qui déclenche le secouage, c'est souvent l'enfant qui ne se conforme pas aux attentes du parent. Particulièrement l'enfant qui pleure. On finit par s'interroger sur nos propres compétences comme parents. On finit par penser que peut-être cet enfant-là fait exprès pour nous pousser à bout, de nous tester. C'est souvent que là, ça éclate. Les symptômes du secouage sont souvent difficiles à détecter chez un bébé. Il se présente très souvent parce qu'il vomit, parce qu'il a pas faim, il s'alimente mal, parce qu'il est irritable, parce qu'il est un peu somnolent. Mais quand ça commence comme ça, le diagnostic n'est pas nécessairement facile. Le secouage des nouveau-nés crée des dommages graves et souvent irréversibles. À cet âge, les muscles peu développés de leur cou arrivent difficilement à soutenir le poids de leur tête et leur cerveau flotte dans la boîte crânienne. La matière cérébrale est plus friable, ce qui la rend plus fragile à la distorsion lors de mouvements brusques. Les séquelles, malheureusement, sont souvent présentes et importantes. Elles sont d'autant plus importantes qu'il y a un grand délai entre le moment où est arrivé l'événement puis le moment où on fait le diagnostic. L'état du petit David inquiète les médecins. 15 à 20% des enfants secoués décèdent dans les heures ou les jours qui suivent l'agression. Parmi ceux qui restent, il y en a une moitié, 40%, qui vont être porteurs de séquelles neurologiques significatives leur vie durant. Ça peut aller de choses aussi sévères qu'être comme une paralysie cérébrale en fauteuil roulant dans un état quasi végétatif versus avoir des problèmes cognitifs d'apprentissage suffisamment importants que vous n'êtes même pas capable d'aller à l'école, c'est trop sophistiqué pour vous. Dans l'autre groupe, 50-60%. On a ce qu'on appelle des séquelles mineures. Mais c'est quoi des séquelles mineures? C'est des troubles d'apprentissage. C'est des enfants qui, à l'école, ne sont pas capables de suivre des classes régulières, ont besoin de mesures de support. C'est bien joli d'appeler ça des troubles mineurs quand il s'agit de l'enfant du voisin, mais quand il s'agit du nôtre, c'est pas tout à fait banal comme séquelle. Le désespoir de Marie suggère qu'elle n'est pour rien dans les blessures de son enfant. Par contre, l'attitude de Benoît Martineau laisse les médecins perplexes. Benoît a-t-il violenté son fils David? Avant de porter une accusation aussi terrible, l'équipe de spécialistes appelée en renfort doit en établir la preuve irréfutable. Les soupçons se portent sur David, à peine âgé de 2 mois, est entré d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine. Les examens révèlent qu'il a été violemment secoué. Les soupçons se portent sur Benoît Martineau, le père de l'enfant. Moi, j'ai remarqué que
Il shakeait beaucoup, il était nerveux. Tu voyais qu'il essayait de tout le temps mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, il dit, c'est pas moi, il dit, c'est la gardienne qui l'a gardé la dernière fois. C'est parce que la dernière gardienne qui l'a gardé, c'est ma mère. En plus des blessures récentes, les médecins décèlent 2 anciennes fractures. Ce n'est donc pas la première fois que David est secoué. Mais la dernière agression a été assez violente pour provoquer une hémorragie cérébrale. La direction de la protection de la jeunesse est alertée. J'étais à ce moment-là accompagnée de 2 enquêteurs du service de police de Longueuil. Tout ça dans le cadre du protocole d'entente multisectorielle, là, où on intervient ensemble avec les policiers et le procureur de la Couronne. J'ai commencé avec madame, qui était pas, selon moi, la personne ciblée. Et j'ai fait le tour de la situation avec elle, essayer de voir s'il y a des choses qu'elle avait vues, qu'elle avait pu identifier. Mais moi, ce que je connais de la DPJ, c'est du monde qui vient prendre tes enfants, puis que t'as de la misère à les récupérer. Moi, c'était ça. Là, j'étais, oh mon Dieu, je veux pas qu'il m'enlève mon bébé, là. Marie a tellement peur de la DPJ qu'elle hésite à leur dire la vérité sur ce qu'elle a vécu avec Benoît. Pendant la grossesse, Benoît se drogue. Il consomme près de 6 joints de marijuana par jour et parfois de la cocaïne, du speed et de l'ecstasy. Moi, il m'avait dit, ça faisait 11 mois qu'il avait arrêté de consommer. Puis quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, peut-être un mois ou 2 après, il avait recommencé à consommer. Il avait essayé de me le cacher parce qu'il savait que j'aimais pas ça, sauf que, tu sais, je suis pas nounoune, là. C'est un enfant qui, très jeune déjà, a connu des expériences extrêmement dévalorisantes. Alors, très jeune, il a commencé à flirter avec des exutoires pour remplir un peu le vide existentiel, comme la drogue, comme la boisson, comme la petite délinquance. Après un séjour malheureux chez sa mère biologique et son retour au foyer paternel, Benoît se retrouve en famille d'accueil. L'expérience est un nouvel échec. Il est alors dirigé vers un centre jeunesse, où il reste jusqu'à sa majorité. Durant cette période, Benoît doit subir une nouvelle opération pour sa scoliose. C'est un échec. La tige de métal avec laquelle on tente de redresser sa colonne stoppe définitivement sa croissance. Quand il rencontre Marie, Benoît ne lui cache pas qu'à sa sortie des centres jeunesse, il ne travaillait pas et volait pour payer sa consommation de drogue. Pour moi, c'est son passé, tu sais, ça m'a pas allumé de cloche ou rien. J'ai pas stické là-dessus. Quand il consomme, Benoît est agité, incapable de dormir. Il peut lui arriver de faire du ménage, frénétiquement, jusqu'aux petites heures du matin. La journée que je suis partie à l'hôpital pour accoucher, ouais, ça... Parce que moi, j'étais due pour accoucher le 27 novembre. On était rendu le 29. La veille, Benoît a consommé de la drogue. Le matin, t'essaies de le réveiller, il veut pas se réveiller, t'as quasiment les larmes aux yeux parce que là, t'as la chienne. C'est mon expression, là, mais t'as la chienne. Parce qu'il faut que tu restes à la Longueuil, il faut que t'ailles à Montréal, c'est l'autobus, le métro. Ça peut se déclencher n'importe quand. T'es toute seule. Marie prend le chemin de l'hôpital sans Benoît. Les médecins lui disent qu'elle doit accoucher à l'intérieur des prochaines 24 heures. Toi, dans ta tête, si t'accouches, ça se fait là. Ça se fait pas dans 3 heures, ça se fait là. Là, c'est comme, passez-moi le téléphone, mais en même temps, tu mérites pas que tu l'appelles. Mais là, tu sais, t'es tellement pogné que tu pognes le téléphone, tu l'appelles. Une chance, il était là, il a répondu. Durant les premiers mois de leur vie avec David, tout va bien. Benoît est un père attentif. Il a promis à Marie qu'il ne prendrait plus de drogue et il tient sa promesse. Ben, au début, il prenait, il préparait son lait. C'est plus tard, tu sais. On dirait c'est plus les semaines allaient, puis on dirait plus ça l'irritait. À un moment donné, arrive l'enfant. Et cet enfant devient un rival. Cet enfant devient une chose, je ne dis pas une personne, devient une chose avec laquelle
il entre en compétition. De là son immense irritation lorsque cet enfant dérange. À un moment donné, tu t'aperçois qu'il... Comment je pourrais dire ça? Qui est pas... qui est raide, qui est maladroit, qu'on dirait que sait pas comment s'y prendre. Des fois, il le prenait, je dis, mon Dieu, je dis, fais attention, tu sais, la tête ou... Cette maladresse surprend Marie. Benoît a pourtant déjà eu un autre enfant avec sa précédente conjointe, Joanne. Il a toujours été évasif sur les circonstances dans lesquelles le petit Kevin était décédé. Il se rappelle douloureusement cette journée où il a confronté Joanne dans la cuisine. C'est avec remords qu'il raconte cette histoire à Marie. On était assis chez eux, puis j'ai dit, trop te demander de savoir comment son bébé est mort, tu sais. Puis là, c'est là qu'il m'a dit ça, que c'était de la faute de son ex. Qu'elle avait pitché la veille dans le divan, qu'elle avait cassé des côtes. Puis le lendemain, en donnant son bain, il serait mort, comme ça. Le style la maladie du berceau, là. Et je me dis, bon, ça fait 10 ans, c'est un événement malheureux. Il a le droit de recommencer sa vie, il a le droit d'avoir une deuxième chance, il a le droit, tu sais, que non, ça m'a pas fait peur. Marie n'a jamais remis en question la version des faits de Benoît. Aurait-elle dû se méfier davantage? Après avoir interrogé Marie, l'intervenante de la DPJ demande à rencontrer Benoît. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il comprenait, lui, de ça, le syndrome du bébé secoué. Et j'avais un animal en peluche dans mon bureau. Et monsieur m'expliquait que c'était un geste de brassage du bébé. Et je lui ai demandé de me démontrer à l'aide de l'animal en peluche ce que ça représentait pour lui, là, un bébé secoué. Dans certains cas, des parents vont nous démontrer un petit geste de secouage. Alors, M. Martineau a pris l'animal et il a vraiment démontré un geste qui était d'une nature très violente. Il m'avait préalablement dit qu'il n'y avait aucune inquiétude par rapport à la mère, par rapport aux grands-parents, par rapport aux gens de l'entourage. Alors, lorsque je lui ai demandé, mais qui a secoué votre bébé? Là, il y a eu un de ces silences. Il a une blonde. Il se remplit d'illusions. Et là vient le petit emmerdeur, ce petit, qui justement est de trop, qui le dérange, qui braille, qui crie, qui a des besoins. Et ce monsieur-là ne peut pas reconnaître le besoin des autres, parce qu'il a tellement besoin lui-même que les besoins des autres, il ne peut pas s'y pencher. Fatigué de porter son lourd secret, Martineau choisit de tout raconter. Les larmes aux yeux, il n'épargne aucun détail du supplice qu'il a fait subir à David. Il a de lui-même repris l'animal pour démontrer à nouveau qu'il avait pris le bébé, qu'il l'avait brassé. Il décrivait le mouvement de sa tête qui allait de l'avant, de l'arrière. C'était très, très, très défini comme mouvement. Il m'a aussi démontré, avec l'animal en peluche, avoir échappé à un moment donné l'enfant au moment de le prendre dans sa couchette et l'avoir rattrapé au vol et l'avoir remonté brusquement. Et encore là, on voyait la tête de l'animal qui allait de l'avant, de l'arrière. C'est la première fois qu'un secoueur d'enfants passe aux aveux. La stupeur de la travailleuse sociale monte d'un cran quand Benoît Martineau reconnaît avoir posé les mêmes gestes sur son premier fils Kevin, il y a 10 ans. Il était dans la baignoire lorsque sa conjointe de l'époque lui a remis son fils en pleurs. Et là, à ce moment-là, on lui demande de nous préciser là, exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la baignoire. Là. Donc, on lui demande de reprendre l'histoire de 96, toujours à la lumière de ce qu'on avait comme rapport du pathologiste et du coroner. Alors là, monsieur nous démontre que l'enfant est dans ses bras, il pleure, il le secoue pour essayer d'arrêter de le faire pleurer. Ensuite, il le retourne sur le ventre, lui tape dans le dos pour
pour essayer que le bébé respire à nouveau. Et à ce moment-là, il nous explique que la tête du bébé, elle est complètement dans le vide. Le bébé est en arrêt cardio-respiratoire. Pour Kevin, le secouage sera fatal. Puis là, elle dit, tu sais, elle dit ce qu'il te dit pour ce qui est arrivé avec l'autre. Elle dit, c'est pas vrai. Alors là, c'est comme tu veux te boucher les oreilles, mais en même temps, tu veux les ouvrir. Tu veux savoir, mais en même temps, tu veux pas. Puis là, elle dit ça. C'est une madame qui a eu un choc là, de réaliser avec qui elle partageait sa vie. Kevin Martineau est décédé sans qu'aucune accusation ne soit portée. Comment se fait-il que personne n'ait été arrêté pour un crime aussi monstrueux? Benoît Martineau, 34 ans, vient d'avouer l'innommable. À 10 ans d'intervalle, il a secoué ses 2 fils, tuant le premier et blessant grièvement le second. Les autorités rouvrent le dossier de Kevin Martineau, mort en 1996. L'histoire débute alors que Joanne, la première conjointe de Benoît, apprend qu'elle est enceinte. Kevin naît le 12 février 1996. Comme son père, il est atteint de scoliose. Sa courte vie se termine 2 mois plus tard, dans des circonstances tragiques. En fait, ce qu'on avait constaté à ce moment-là, c'était des lésions qui étaient traumatiques et qui nous suggéraient la possibilité de mauvais traitements, c'est-à-dire essentiellement des lésions au niveau du cerveau, au niveau des yeux également, de la rétine des yeux. Ces blessures sont très similaires à celles subies par le petit David en 2006. Les terrifiantes similitudes ne s'arrêtent pas là. Les enfants ont tous deux été secoués à plusieurs reprises. Les gestes les plus violents se sont produits dans des circonstances presque identiques. Benoît rentrait tout juste du travail. Comme d'habitude, il était fatigué et stressé. Au retour du travail, il nomme lui-même qu'il ne devait pas toucher ou ni même s'approcher de l'enfant pour une période allant de 45 à 60 minutes, que ça lui prenait un temps significatif pour décompresser et passer à autre chose avant de pouvoir s'intéresser à l'enfant. Deuxièmement, il identifie qu'un bébé en pleurs, c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de tolérer. Le 16 avril 1996, quand Benoît rentre chez lui, le petit Kevin est en pleurs. Le niveau d'irritation de Benoît monte d'un coup. Pour relaxer, il se fait couler un bain chaud. Joanne veut faire un appel. Comme le couple n'a pas de téléphone, elle doit se rendre chez la voisine. Joanne enlève la couche de son bébé et essaie de le consoler. Les pleurs continuent. Elle décide alors de confier Kevin à son père, toujours dans son bain. Joanne quitte l'appartement. Elle ne verra plus jamais son fils vivant. Pas plus que Joanne, Benoît est incapable de calmer les pleurs de Kevin. Il perd le contrôle. D'après le témoignage de Martineau, la même chose s'est produite 10 ans plus tard quand il a tenté de consoler David. Donc, un enfant pleure dans ses bras, le rejet que ça doit lui faire vivre, alors que lui n'a pas été pris en charge, ses besoins affectifs n'ont pas été répondus, jeune et même plus vieux. C'est de lui demander quelque chose qu'il n'a pas en lui. Ça t'a rejeté parce qu'il pleurait. Parce que moi, ce qu'il me disait, c'est que quand il pleurait, des fois, je voulais prendre le bébé pour le bercer ou le calmer. Puis Benoît me disait, non, il faut qu'il s'habitue à moi.
L'enfant qui pleure et qui se retrouve dans les bras d'une personne nerveuse, tendue et anxieuse a beaucoup de difficultés à se sécuriser et à arrêter de pleurer. Il y a une espèce de mécanisme inconscient qui fait que les pleurs s'entretiennent et que le parent devient de plus en plus irrité par ça. Quand il passe aux aveux, Benoît confirme que c'est pour qu'ils arrêtent de pleurer qu'il a secoué ses enfants. C'est d'abord et avant tout un geste impulsif, bien entendu. Il est outré, il en peut plus et il secoue l'enfant, c'est-à-dire il passe à l'acte. Définitivement, il s'agit là d'une satisfaction. Son exutoire est le passage à l'acte. Dans le bain, Kevin n'a pas seulement arrêté de pleurer, il a cessé de respirer. À un moment donné, il a cru apercevoir un sourire sur la bouche de son enfant et il va lui-même dire que je pensais qu'il était correct, je l'ai secoué encore plus fort, puis à un moment donné, qu'il est devenu tout blanc. Benoît Martineau ne semble éprouver aucun remords. Il prend le temps de s'habiller. Mais tout ça pendant que le bébé ne respire plus. Donc, est-ce qu'il y avait un désir de mort? C'est difficile de le dire, mais c'est certain qu'il a tardé à appeler les secours. Il se donne même la peine d'habiller son enfant avant d'alerter qui que ce soit. Benoît rejoint finalement Joanne chez la voisine et appelle l'ambulance. Mais il est déjà trop tard. Kevin est décédé. Le petit David aurait-il connu le même sort si sa mère n'était pas venue prendre la relève pour le consoler? Kevin, lui, n'a eu droit à aucun secours. Suite au résultat de l'autopsie, les deux parents s'accusent mutuellement d'être responsables de la mort de l'enfant. Pourtant, malgré des preuves indiscutables de mauvais traitement, aucune accusation ne peut être portée. C'est sûr que c'est frustrant. C'est frustrant. Des fois, on est capable de le dire, mais d'autres fois, on reste avec ce point d'interrogation-là. Et la seule façon dont on peut arriver à aider, à identifier la personne responsable comme médecin, c'est d'arriver à établir le moment où est survenu le secouage. Je vous dirais que c'est plus facile de diagnostiquer un syndrome de bébé secoué que de dire exactement quand c'est arrivé. Parce que nos moyens de datation, que ce soit par des prises de sang, que ce soit par des radiographies, ou même par une autopsie lorsqu'il y a décès, sont malheureusement peu précis. On va dater l'événement en termes d'heures, de jours, mais on n'est pas capable de dater ça à la minute près. Un des gros critères pour essayer de préciser le moment du secouage d'un enfant, c'est à partir de quel moment cet enfant-là n'est plus normal, qui fait pas ses activités normales, ne serait-ce que de manger normalement, gazouiller, faire des mouvements. À partir de ce moment-là, on peut se douter que le petit a été secoué. Ce qu'on n'a jamais établi à l'époque, c'est dans quel état était-il au moment où l'enfant lui a été remis dans la baignoire. Et ça, on n'a jamais établi ça. Si on avait pu établir de façon fiable que l'enfant était parfaitement bien à ce moment-là, je pense qu'on aurait pu mettre en accusation M. Martineau à ce moment-là. En 1996, malgré la bonne volonté des enquêteurs et des spécialistes, personne ne peut être accusé officiellement du meurtre de Kevin. Le dossier est rangé sur des tablettes. C'est sûr que ce cas-là, quand j'ai su quelques années après qu'il y avait eu un autre enfant secoué, je me dis peut-être que si j'avais été capable de mettre le point final au premier cas dès le départ, le deuxième cas se serait jamais produit. Le drame du petit Kevin Martineau aurait dû empêcher l'histoire de se répéter. Pour cela, il aurait fallu mettre Marie au courant de la mort suspecte de l'enfant de Joanne et des questions qui étaient restées en suspens. Comme rien n'a pu être prouvé, l'information n'a jamais été transmise. Pour tous, Kevin est mort du syndrome de la mort subite du nouveau-né et Marie n'a jamais entendu une autre version des faits.
Il y a peut-être bien des choses qui auraient changé. Si j'aurais su ce qui est vraiment arrivé avec l'autre, il y aurait peut-être bien des affaires. Peut-être que mon fils serait peut-être même pas là. Benoît Martineau a avoué ses agressions à l'endroit de ses 2 fils. Il devra maintenant faire face à la justice. Mais quel sort réserve-t-on à un tel récidiviste? Avec 227 chapitres dans plus de 30 pays, c'est le groupe de motards le plus craint et respecté depuis 60 ans. Voici leur histoire. Hells Angels, dimanche 21h à DocuD. La Gaspésie, c'est pas juste beau, c'est bon. Dans les 500 voyages de rêve gastronomiques de saveur du monde, il y a justement la Gaspésie. Puis la recette de Kiaude à la morue de ma grand-mère Landry, il y est sûrement pour quelque chose. Bravo! Bien joué les filles! Quand on perd de l'eau, on doit boire, alors buvez ça. Coach, c'est de l'eau qu'on perd. C'est de l'eau qu'on devrait boire. Un jour, la réalité vous frappera. Rien n'hydrate comme l'eau. L'eau ne contient ni sucre, ni calories, ni colorant artificiel. Choisissez le goût pur et rafraîchissant de l'eau Nestlé Pure Life, l'eau embouteillée préférée des mamans. Faites un choix sain. Buvez l'eau de source naturelle Nestlé Pure Life. Nouvelle Scion TC 2011, fabriquée par Toyota, créée par vous. Scion, droit devant. Shell V-Power. C'est notre carburant le plus évolué. Enrichi d'azote pour une performance optimale et une protection maximale. Tout le monde reconnaît la puissance Grand V. Profitez de la musique de votre iPod grâce à la qualité sonore Bose. Un système compact, élégant et entièrement portable. Le système musical numérique SoundDock portable de Bose. Débranchez-le et amenez-le là où vous voulez. Pour une performance unique qu'aucun autre appareil à batterie ne peut égaler. Peu importe l'environnement, la qualité sonore demeure la même. Le système musical numérique SoundDock portable de Bose. Une performance portable. Kiaude à la morue de ma mère Landry. Du lard salé, des têtes de morue, et de la morue. Un peu de flétan, un peu de saumon, patates, oignons, sel, poivre, une bonne poignée de crevettes de Matane, puis l'ingrédient secret de la grand-mère, de l'amour. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. En 1996, Benoît Martineau a secoué à mort son fils Kevin. 10 ans plus tard, il pose les mêmes gestes sur son nouveau-né, David, issu d'une nouvelle union. Heureusement, l'enfant est emmené à l'hôpital à temps. Après une dizaine de jours à Sainte-Justine, on accepte de laisser David partir avec sa mère. Il ne manque de rien. Sa mère et sa grand-mère veillent sur lui. Mais Marie s'en veut de ne pas avoir suivi son instinct et réagit plus tôt. À un moment donné, oui, j'ai eu un mauvais feeling. J'ai dit, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Mais quoi? Puis c'est là que je pensais m'en aller, que j'essayais de me trouver un endroit ou quelqu'un où... Mais tu sais, en même temps, t'as peur de t'en aller, t'as peur des conséquences que ça va avoir.
sais, il va s'en prendre au petit. Tu sais, il m'a tellement dit qu'il voulait demander la garde. Moi, je veux pas perdre mon fils, là. Mais Marie entretenait toujours l'espoir d'avoir une famille et d'élever son enfant avec son conjoint. Aujourd'hui, elle voit les choses autrement. Il aurait fallu que je parte avant, ça c'est sûr et certain. Des accusations sont portées contre Benoît pour le traitement qu'il a fait subir à son second fils. Le cas de Kevin est plus délicat. Les autorités pourront-elles enfin lui rendre justice? La similarité des deux dossiers, les aveux de monsieur, un nouvel avis médical qui nous a été rendu par le docteur Sirard de l'hôpital Sainte-Justine, tout ça mis ensemble fait qu'on a pu, à ce moment-là, accuser monsieur de l'homicide de son premier enfant. Au moment de son enquête préliminaire, Martineau explique au juge qu'il n'a jamais voulu faire de mal à ses fils. Il voulait s'amuser avec ses enfants. Il a confirmé qu'effectivement, jamais il voulait faire de mal à son enfant, que c'était vraiment pour l'amuser, le faire rire. Il a de lui-même mentionné que s'il avait vraiment voulu faire du mal à son deuxième enfant, il m'a dit très clairement, je l'aurais secoué pas mal plus fort que ça. Alors, venant d'un individu qui a secoué un premier enfant 10 ans auparavant au point d'entraîner sa mort, la question s'est posée dans ma tête. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait au point de doser la force pour en avoir déjà tué un enfant? Avant le début du procès, Benoît Martineau se ravise et plaide coupable au chef d'accusation qui pèse contre lui. Homicide involontaire et voie de fait grave contre son fils Kevin, et voie de fait grave à l'endroit de son fils David. Marie ne se pardonnera jamais de s'être ouvert les yeux trop tard. Ce n'est qu'après que le diagnostic ait été posé à l'hôpital Sainte-Justine qu'elle a commencé à se poser des questions. Souvent, j'ai demandé, j'ai dit, si toi, t'aurais-tu assez le courage de me le dire? Il dit oui, je te le dirais, puis non, c'est pas moi. Puis il disait tellement ça dans un ton de voix qui était convaincant. Mais combien de fois j'ai demandé? Si j'ai pas demandé au moins une fois par jour. Le juge ne s'émeut pas en entendant le récit de l'enfance difficile de Martineau. Il le condamne à 12 ans de prison. Il lui est désormais interdit de s'approcher de David. Marie en a la garde exclusive. J'ai pu prendre ce bébé-là et ça n'a pas de prix. C'est un moment privilégié quand on pense que quelques jours auparavant, on avait le récit de ce monsieur-là avec les gestes qui nous démontraient qu'il était d'une violence inouïe. En quelque part, on se dit, j'ai contribué à son bien-être, j'ai bien fait mon travail, on a bien fait le travail puisque les enquêteurs ont autant de mérite, mais c'est un moment magique. Et ça, c'est ces petits moments-là qui fait que dans la folie de notre quotidien, on continue de faire ce travail-là et on continue d'y croire malgré des événements des fois qui sont moins reluisants. Mais quand on peut tenir cet enfant-là après et le regarder, c'est très touchant. David doit sa survie à une équipe de cliniciens, d'intervenants sociaux et d'enquêteurs qui ont travaillé coude à coude pour faire surgir la vérité. D'avoir l'opportunité d'échanger directement entre les gens du milieu médical, policiers, judiciaires et protection de la jeunesse, en ayant toutes les informations disponibles, dossiers médicaux et autres, on peut relever des choses qui deviennent significatives, ne serait-ce par exemple certaines rougeurs qui auraient pu être notées à l'arrivée dans le premier hôpital qui sont disparues au moment où l'enfant arrive chez nous ou encore au moment où l'enfant arrive à l'autopsie. Quand on met tout ça en relation avec d'autres éléments factuels que les enquêteurs auraient pu mettre en évidence, nous permet peut-être d'aller chercher des détails et constituer quelque chose qui se tienne et qui permette peut-être de faire avancer le dossier. Le fait que le meurtre du petit Kevin soit resté aussi longtemps impuni laisse un goût amer dans la bouche de plusieurs. Il faut dire que les connaissances sur le secouage n'étaient pas aussi développées il y a 10 ans.
Alors, on donnait toujours un petit peu le bénéfice du doute à un parent. Vous savez, on a toujours dit, la vertu est chez les parents. Une maman, elle veut le bien de son enfant. Un papa, il veut le bien de son enfant. Oui, mais l'ignorance fait beaucoup de dégâts. Heureusement, les choses ont changé. On sait mieux quoi rechercher, comment le mettre en évidence, ce qui n'est pas toujours facile aussi. Aujourd'hui, oui. J'y en veux. J'y en veux surtout. D'avoir menti, c'est surtout d'avoir menti. D'avoir joué le beau jeu, là, puis dans le fond... Les histoires d'enfants violentés resteront toujours difficiles à prouver. La dénonciation n'a pas bon nom, hein, sur le plan sociétal au départ. Mais des professionnels qui voient qu'il y a quelque chose de louche, ils ne devraient absolument pas hésiter de demander une évaluation, d'investiguer davantage. Laisser des gens dans leur ignorance et poser des gestes qui créent des handicaps pour la vie et qui tuent des enfants, ça aussi c'est criminel. Contrairement à ce qu'on croit aussi, une autopsie ne va pas nécessairement toujours donner toute la vérité. Il y a des certitudes qu'on ne pourra pas avoir et il faut être capable de les accepter parce que si on essaie de déborder au-delà de nos limites, on risque tout simplement de faire des erreurs et peut-être tout simplement de faire accuser quelqu'un qui ne mérite pas de l'être. Les autorités ontariennes mettent à jour un tel cas en 2008. Le coroner Charles Smith, spécialisé en médecine légale pédiatrique, a produit des rapports frauduleux qui ont envoyé de nombreux innocents en prison. À 3 ans, David est aujourd'hui un petit bonhomme plein d'entrain. On est de bonne humeur, une belle journée qui s'en vient, le soleil, les petits hommes qui se lèvent, toujours de bonne humeur, on s'assied, on regarde la télé, on joue, on dort, c'est le fun. Même si David garde des séquelles du secouage, notamment un retard au niveau du langage, il est encore trop tôt pour dire s'il aura des difficultés d'apprentissage. Moi, je me suis promis de dire la vérité, parce qu'il a le droit de savoir. Mais ça va aller en temps et lieu, étape par étape. Mais je me dois de dire la vérité. Marie n'a pas mis de côté son rêve d'avoir un jour une famille heureuse. C'est sûr que je vais être peut-être sous mes gardes au début, puis je me dis, c'est pas tout le monde qui sont pareils, c'est pas tous les hommes qui sont pareils, c'est pas... J'essaie de regarder en avant, puis mais c'est sûr que, oui, c'est sûr, ça me tracasse, t'sais. Nous pouvons nous réjouir du fait que notre société ait mis en place un système pour contrer la violence faite aux enfants. Nous ne serons jamais assez attentifs à ces petites victimes qui ne peuvent exprimer l'étendue de leur détresse. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?